Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces qui est dédié cette fois-ci à Churchill, la capitale mondiale des ours polaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurélie, directrice de notre agence à Beaune, et je suis vraiment ravie de vous rencontrer ce soir pour découvrir ensemble et en compagnie de Christian Kempf ce voyage exceptionnel. Comme d'habitude, avant de débuter, nous allons patienter peut-être 1 ou 2 minutes, le temps que tous les participants arrivent tranquillement à se connecter sur ce live. J'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions via le chat qui se situe sur la barre inférieure tout à droite de votre écran. Vous pouvez poser toutes les questions auxquelles on aura plaisir à répondre à la fin de ce webinaire. Alors, en attendant que les derniers participants se connectent, je souhaitais vous rappeler que ce webinaire serait présenté par Christian Kempf, qui est donc le fondateur de Grands Espaces et spécialiste incontesté des ours polaires. Christian se rend à Churchill depuis 1987 et a vraiment consacré sa vie à cet animal majestueux puisqu'il en a écrit, il a écrit 2 livres sur cette thématique que vous pouvez retrouver facilement aux éditions de l'Escargot Savant. Donc pour vous en dire plus un petit peu sur le déroulement de ce webinaire, ça se fera en 3 parties. La première partie sera une introduction sur l'ours polaire et sur Churchill. Ensuite, Christian nous fera le plaisir de nous présenter notre voyage à Churchill. Et enfin, nous consacrerons les dernières minutes de ce webinaire pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, ça sera vraiment un plaisir d'y répondre. Je pense que maintenant, je vais pouvoir laisser la parole à Christian pour la présentation du webinaire. Merci Aurélie, et puis bonsoir à toutes et à tous. Et c'est vrai que pour moi, c'est un plaisir de parler de Churchill. Je dirais presque un ancien combattant. C'est en 1987, effectivement. J'étais encore dans ma phase de recherche ou de publication. Et à l'époque, j'avais été accueilli au Northern Studies, au centre d'études nordiques, on va dire, qui est à une quinzaine de kilomètres de la ville. Et j'étais avec quelques étudiants. Et j'ai souvenir, c'est un des premiers souvenirs d'ours blanc vu de très près, parce qu'on dormait. J'étais au rez-de-chaussée. Et tout d'un coup, je vois derrière une grosse grille, parce que les fenêtres avaient des grosses grilles, un ours blanc. Voilà. Et c'était éclairé sur l'extérieur et je voyais l'ours blanc éclairé et c'était un autre monde parce que maintenant tout est devenu bien plus organisé. Et en fait, Churchill se dit la capitale mondiale des ours blancs et je voudrais parler de Churchill et de la capitale mondiale des ours blancs. Churchill d'abord. Pourquoi Churchill? On pense tous à Sir Winston Churchill, cet homme immense du XXe siècle. Et en fait, c'est un petit fils de John Churchill. John Churchill a été un court moment président, directeur de la compagnie de la baie d'Hudson. Un court moment, c'est il y a longtemps quand même, entre 1685 et 1691. Et il y avait un fort de la baie d'Hudson qui a été fait au débouché d'une rivière qui s'est appelée Churchill. Et ce qui fait que du coup, ce fort et cette rivière se sont appelés Churchill parce que le premier duc de Marlborough, John Churchill, était le responsable de la compagnie de la baie d'Hudson. Vous voyez, c'est un peu comme au Spitzberg, pour ceux qui connaissent, le détroit de Hinlopen. Hinlopen était un des directeurs de la compagnie de Muscovy, de même que Thomas Edge, qui a donné Edgehill au Spitzberg. Souvent, les directeurs des grandes compagnies de trappe ou de chasse de l'époque avaient leur nom dans les lieux. Donc, Churchill, oui, ça a quelque chose à voir avec Winston Churchill, mais ça a avant tout à voir avec John Churchill. Ensuite, capitale mondiale des ours. Si vous voulez, d'abord sur le plan purement écologique, nous sommes, et vous allez le voir tout à l'heure au travers d'une carte, nous sommes au bord de la baie d'Hudson. Cette immense mer intérieure, immense. Et 1000 km de longueur, elle est immense. Et au sud de cette baie, qui est englacée de
début novembre, on va dire de mi-novembre jusqu'en mars environ, parfois février, mais mars, ben cette baie, en fait, est le lieu où se reproduisent quelques ours blancs. Il y a des tanières d'ours blancs entre la rivière Churchill et 150 km au sud, la rivière Nelson, dans le parc national de Waputsk. Il est là des tanières d'ours blancs et au printemps, certains photographes vont faire des photos magnifiques de jeunes oursons qui naissent au milieu des épinettes, je dirais au milieu des petits épicéas qui font cette région. Donc, on a ici une concentration d'ours qui, en été, se retrouvent au bord de plage, comme au Spitzberg, comme au Groenland, et qui ne peuvent pas aller sur la mer, ou qui ne veulent pas parce qu'elle n'est pas encore gelée. Ce qui fait que, dès le mois d'août, dès le mois de septembre, il commence à y avoir des ours, et jusqu'à mi-novembre, il y en a de plus en plus. Vous avez compris que nous faisons le voyage à la fin du mois d'octobre, ou fin octobre, vers le 20-21 octobre, nous serons à Churchill, parce que c'est le moment où il y a le plus d'ours possible. Voilà. Donc, concentration naturelle d'ours sur le plan écologique. Ensuite, au sud de la baie d'Hudson, près de la rivière Churchill. Et après la Première Guerre mondiale, et avec la puissance européenne, avec le développement des grandes prairies de l'Alberta, du Saskatchewan, du Manitoba canadien, le Canada qui prenait sa vraie dimension. Le Canada, je vous le rappelle, a eu 3 indépendances. Enfin, la vraie indépendance, c'était 1931. Donc, le Canada a commencé à exporter vers l'Europe ces grandes céréales, enfin, ces céréales en grand nombre. Et il lui fallait un port en eau profonde sur l'Arctique, parce que l'Arctique est le lieu le plus direct pour aller vers l'Europe. Hein. Et il lui fallait un port en eau profonde. Et aujourd'hui encore, Churchill est le seul port arctique du Canada, grand port arctique, avec 4 quais, en eau profonde. Et donc, ces grandes céréales ont été amenées, ces grands ballots, je dirais, de céréales, ont été amenés par train sur plus de 1000 kilomètres vers le nord, et une ville a été créée. Et cette ville a été créée à l'endroit où les ours s'attendaient. Alors évidemment, il y a eu des incidents, il y a eu des accidents, des hommes sont morts, beaucoup d'ours sont morts, mais le trafic continuait jusqu'au moment où, avec notre civilisation de loisirs dont nous profitons et dont nous sommes, ben, ma foi, l'ours est devenu plutôt un animal d'intérêt qu'on voulait voir et le tourisme s'est développé. Et c'est pour ça que Churchill, d'une part, est capitale mondiale des ours blancs. Maintenant, quand même, quelques mots sur Churchill et sur cette région. Nous sommes ici véritablement à la limite entre la taïga, la forêt boréale, et avec la toundra. Enfin, on est principalement dans la toundra. Ça veut dire quand même qu'il y a quelques petites épinettes, hein. Il y a quelques petites forêts, mais elles ne sont pas grandes. Et quand on se promène, on est dans de la toundra, on voit loin, on voit très loin. Ensuite, la mer n'est jamais loin, on est toujours en bord de mer, et Churchill est en bord de mer. Ensuite, voyons les 4 grandes étapes. Churchill d'abord a été colonisé, ce n'était pas Churchill à l'époque, mais la région était colonisée par les tribus d'Indiens. Il y a une centaine de tribus d'Indiens en Amérique du Nord, et les Dénés et les Indiens Cris se trouvaient dans la région au sud de la baie d'Hudson. Les Indiens Cris, d'ailleurs, qui ont donné le nom de Esquimaux à ces nomades du Nord qui mangeaient de la viande crue. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous le savez, qu'on ne les appelle plus les Esquimaux, on les appelle les Inuits maintenant. Bon, voilà. Donc, ces Indiens Dénés, ces Indiens Cris sont là depuis plus de 1000 ans. Et ces Indiens, qui étaient des peuples semi-nomades, ont peuplé la région, et ce sont eux qui ont fait, comme les Inuits, les premiers grands Inukshuk, c'est-à-dire ces fameuses statues, si on peut appeler ça ainsi, ou ces cairns en forme d'homme que l'on trouve sur les rives de l'Arctique canadien. Ensuite, il faudra attendre longtemps pour que l'homme blanc arrive. Il faudra attendre le début du XVIIe siècle, hein, une expédition danoise par le célèbre John Munck, mais surtout ensuite alors je ne sais pas encore dire les Canadiens, parce que c'était les Britanniques qui sont allés dans le secteur et qui se sont rendus compte du potentiel qu'il y avait de trappes, si je puis dire, de chasse amenées par les locaux et les Indiens, et ils ont construit un fort pour d'une part se protéger et d'autre part, surtout, que ce fort soit une véritable plateforme d'échange.
C'est pour ça que dès 1688, mais en 1717, un fort, comme ceux qu'on voit dans les westerns, je dirais, avec les tuniques bleues. Là, c'était des tuniques rouges, hein, qui ont fait un fort en rondin, et ça a été Fort Churchill. Ce fort ensuite a été remplacé par un fort en pierre en 1742, et ce fort en pierre, il n'y avait aucun incident. Ce qui fait qu'il y avait un militaire, le chef de fort, qui s'appelait Hearn, le chef de fort, et ça a été très facile pour les Français, qui, vous le savez, bataillaient contre les Anglais dans le Canada, avant que Napoléon n'abandonne cette province blanche, hélas, ou heureusement que sais-je, je ne fais pas l'histoire après coup. Hein. Mais donc, les Français avec la Pérouse sont arrivés, et devant la supériorité numérique, les Anglais ont dit, courage, on va se rendre, car il n'y avait qu'un seul militaire et une quinzaine de civils. Donc, un fort a été fait, mais vous voyez, il y a une histoire à la fois française avec la compagnie des coureurs de bois, en partie avec la compagnie de la baie d'Hudson, qui a été créée en partie par des Français, et avec cette histoire ancienne. Ensuite, ma foi, Churchill a été ce fort, a été ce lieu d'échange entre les Indiens et l'homme blanc, et Churchill a été parmi les quelques 50 endroits qui ont fait la richesse de la compagnie de la baie d'Hudson. Alors, il y avait aussi, évidemment, d'autres compagnies, notamment la Northwest Trading Company, qui justifiait le fait qu'il y ait un fort, parce que des chasseurs d'autres compagnies venaient sur le terrain, c'était pas toujours l'entente cordiale. Mais il faudra attendre véritablement très longtemps. Il faudra attendre, en fait, le début du XXe siècle, pour que, je vous l'ai dit, après la Première Guerre mondiale, on se rende compte que Churchill était idéalement situé, qu'une voie de chemin de fer soit créée par Via Rail, utilisée par Via Rail, et à partir de 1927-1930, les céréales iront vers Churchill. Alors maintenant, les céréales y viennent toujours. Il y a eu des crises des céréales, comme en France, comme en Europe, et ce port est toujours très utilisé, mais ce port, principalement maintenant, sert aussi aux céréales, mais aussi aux exportations de pétrole. Donc, c'est pas impossible qu'on voie au loin un pétrolier qui part. C'est le port en eau profonde de l'exportation du Canada et qui se trouve dans la province du Manitoba, 1000 kilomètres au nord de la ville de Winnipeg, qui elle se situe au sud, globalement pas très loin, vu de France, de la frontière des États-Unis. Donc, il faudra ensuite attendre. Alors, il y aura les problèmes des ours, mais le tourisme ours blanc ne sera pas encore très développé. Mais à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous le savez, les deux blocs, allez, on va dire du pacte de Varsovie et de l'OTAN s'opposent. Les Américains décident avec les Canadiens de construire 12 grandes bases de la Defense Early Warning, mais également une vingtaine d'autres bases, et Churchill sera également une base militaire. Un aéroport sera créé. Une piste, une longue piste de plus de 1500 mètres pour accueillir des avions de longue portée. Et c'est pour ça que Churchill, de nos jours, est facilement accessible depuis Winnipeg. Sinon, ce serait comme Thompson, ce serait comme beaucoup d'autres villes du Nord canadien, difficiles à atteindre. Non, Churchill, on peut y aller facilement en avion, en petit avion du moins, depuis Winnipeg. Donc, l'armée sera présente jusqu'en 1960. Ensuite, l'armée partira, parce qu'elle sera concentrée sur des grands sites. Et puis, ce sera à environ 23 kilomètres de Churchill, une autre base, une base militaro-météorologique qui sera faite pour lancer des fusées, pour étudier la haute atmosphère et étudier également les aurores boréales. Et puis ensuite, à partir de des années 80, ce sera le centre d'études nordiques qui étudie les aurores boréales, qui étudie l'écosystème de la toundra et qui étudie les ours blancs. Principalement, il y a d'autres études annexes avec une trentaine de chercheurs qui sera créée à Churchill. Donc voilà un peu l'histoire de Churchill, mais parallèlement. À partir des années 80, il y a tout un tourisme qui s'est créé. Pourquoi ? Parce que Churchill, indiscutablement, c'est un lieu où les ossements peuvent être vus facilement. Et après vous avoir parlé de Churchill, je voudrais vous dire pourquoi est-ce que, autrefois, avant le Covid et maintenant, j'ai envie de vous dire, allez, on fait un tour à Churchill. J'ai commencé en 87, 88, 89. J'ai emmené des groupes et honnêtement, c'était très sympa. On en a vu des choses. Mais en 1990, vous le savez, pour certains d'entre vous, j'ai créé la première croisière polaire qui allait au Spitzberg et au Groenland
avoir des ours sur la banquise. Et je me suis dit, non, les ours, c'est des animaux de banquise, c'est pas des animaux de toundra. Oui, ce sont des animaux de toundra. Au Labrador, il y en a. Au Nunavut, il y en a dans la toundra côtière et à Churchill aussi. Mais quel plaisir de les voir dans la banquise. Et puis j'ai abandonné. Jusqu'avant le Covid, parce que beaucoup d'entre vous me disaient, mais faites donc des voyages à Churchill, Puis moi, bon, j'étais un peu réticent. Bon, est venu le Covid. Et maintenant sont venus, hélas, des nouveaux éléments. C'est que, vous le savez, on en a discuté entre nous. Ça nous affecte profondément parce que je trouve que c'est pas bien. Nous n'aurons plus le droit, après le 1er janvier 2025, au Spitzberg, d'approcher les ours à moins de 300 mètres. Je trouve ça bête parce que cela limite le plaisir que nous avons. Hein. Le tourisme polaire s'oriente autour de l'ours blanc. L'ours blanc est le numéro 1 de ce qu'on cherche dans les régions polaires, suivi par les glaces, suivi par les autres animaux, suivi par les paysages et suivi par les peuples autochtones. Mais c'est l'ours, quoi. Voilà. Et le fait d'avoir rencontré, je ne sais pas, 1000, 2000 ours, j'en sais rien, mais je pense qu'on en a dérangé 3 ou 4, quoi. Quand on voit un ours qui dort, on peut l'approcher facilement à 50 mètres et il dort toujours. Et ensuite, on s'en va. Mais là, il faudra rester à 300 mètres. Donc, effectivement, je trouve cette mesure illogique. Mais c'est la Norvège. La Norvège veut montrer qu'elle protège la nature. Accessoirement, c'est elle qui ouvre le plus de puits de pétrole et de gaz. C'est elle qui continue la chasse à la baleine. Et c'est elle qui continue la chasse aux phoques. On n'est pas ici pour régler les comptes avec la Norvège. Mais bref. Ensuite, au Groenland aussi, le Groenland de plus en plus restreint les possibilités d'observation d'ours. Pour le moment, si vous voulez, officiellement, quand on voit un ours, il faut remonter à bord du bateau et fuir. Bon. Heureusement, on laisse une certaine latitude en fonction d'expérience des chefs d'expédition. Mais de plus en plus, si ce n'est au Canada, il y a une restriction. Et j'avoue que, par exemple, au Groenland, l'été dernier, j'ai eu le plaisir d'animer ou d'encadrer 2 croisières expéditions. Mais chaque fois, je regardais et je me disais, est-ce qu'on est trop près, est-ce qu'on est trop loin des autres? On n'est dérangé pas du tout. Mais chaque fois, je me disais, mince. Donc là, à Churchill, ouais. On sort les gros téléobjectifs ou le grand angle parfois et on fait des photos d'ours et on n'arrête pas de faire des photos d'ours. Alors évidemment, soyons clairs, le problème c'est l'argent. Il faut y aller avec des grands buggy, on va le voir tout à l'heure en photo. Tout ça, ça coûte très cher. Il faut y aller. Il faut aller d'abord à Toronto, puis à Winnipeg, puis à Churchill. Et puis il faut être logé lors de la haute saison. Mais néanmoins, en revanche, on se donne la possibilité de photos d'ours, je dirais, à se faire mal à l'index, quoi. Donc, je pense qu'il est temps pour moi maintenant de vous inviter, avec l'aide d'Aurélie, et à vous montrer des photos d'ours, voilà, mais aussi des photos d'autres animaux. Mais voyons où est Churchill. Alors, vu d'Europe, vous voyez, Churchill est au milieu du Canada. Mais vous le savez, le Canada actif, c'est l'Ontario, le Québec, évidemment d'autres provinces aussi, la Colombie-Britannique et d'autres. Mais nous sommes au milieu de la baie d'Hudson. Cette petite pointe qui va vers le bas, à droite, c'est la baie James, et Churchill se situe donc là sur un des caps de cette immense baie d'Hudson. La photo suivante va nous montrer maintenant Churchill comme elle est en été. Mais si j'ai mis cette photo, c'est surtout pour vous montrer que, en fait, il y a 4 hôtels. Hein. Il y a 4 hôtels, dont un hôtel de bois, celui que vous voyez, le Lazy Bear Lodge, de l'ours paresseux. Alors c'est pour se reposer, mais vous en faites pas, on se reposera pas beaucoup quand on sera sur place. Mais je voulais vous montrer aussi cette photo parce qu'elle est prise par un drone un petit peu en recul, mais derrière, c'est l'immensité de cette baie d'Hudson. Sur la photo suivante, on va voir évidemment l'ancêtre de l'ancêtre. Et voilà, on voit... Alors, ça, c'est le port. Nous n'irons pas au port, nous, hein, parce que nous irons de l'autre côté. Vous avez ici le port avec un bateau, comme on les appelle les Panamax, c'est-à-dire les bateaux qui peuvent passer le canal de Panama. Donc, c'est des très grands bateaux. Et avec, d'un côté, les silos qui permettent d'engranger le pétrole, et puis les silos qui permettent d'engranger les graines, les chargements de graines. Derrière, vous voyez en clair un peu la ville de Churchill, et plus loin, nous irons plus loin. Nous irons de l'autre côté du port, donc a priori nous n'irons pas le port, nous irons de l'autre côté du port dans la toundra. Et on va voir là-bas, donc, et on le verra sur la photo suivante, les ours qui se promènent. Là aussi, là vous êtes un peu obligé de me faire confiance, mais on voit la baie d'Hudson qui commence à être englacée au fond,
et les ours qui se promènent, et ils se promènent. Vous savez que les ours ont cette capacité de jeûner absolument remarquable. Une semaine, c'est rien du tout. 3 semaines, ça va jusqu'à 2 mois. Mais enfin, au bout de 2 mois, ils ont vraiment faim. Et les ours, en revanche, ont l'habitude de véritablement dévorer les phoques. Ils ont une excellente capacité à prendre des phoques dans les trous de respiration. Mais il faut que la banquise soit relativement ferme pour qu'ils puissent avoir des trous de respiration de phoques et que les ours puissent prendre leur graisse en l'espace d'1 mois et ensuite soit barouder pour les mâles, soit aller sur la terre, se laisser prendre par la neige, se faire une petite tanière et avoir des jeunes qui naissent pour la fin du mois de décembre. Donc, pendant ce temps-là, que font les ours? Ils socialisent. Vous allez le voir sur la photo suivante. Non, pardon, ça, c'est pas de la socialisation. Il y a des canons au niveau du fort. Alors, c'était le fort Churchill, fort Prince of Wales, qui est toujours visible et que nous pourrons voir. Donc, ce point d'histoire, alors je parle d'abord de Churchill avant de parler d'ours, et je vais parler de Churchill aussi avec la photo suivante, pour vous parler des baleines blanches que nous ne verrons pas. Oui, j'ai pris le parti de vous montrer des photos de choses qu'on ne voit pas, parce que Churchill, quand on parle à des naturalistes, ce sont 3 choses. Les ours, évidemment, capitale mondiale des ours blancs, mais aussi la faune terrestre. C'est vrai que, nous allons le voir par la suite, il y a des chouettes des neiges, il y a des renards polaires, il y a des renards roux, etc., etc. Mais c'est aussi, et surtout aussi, ce pourquoi il y a beaucoup de gens qui viennent en été. La rivière Churchill est remontée par des belugas, la baleine blanche, donc, de même qu'au niveau du Saint-Laurent, ou en bien d'autres endroits où on a des baleines blanches, la rivière Churchill est un des high spots, c'est un highlight, comme disent les Canadiens anglophones, pour le tourisme de nature, les baleines blanches de Churchill. Alors, si Churchill est né, c'est parce que ici, Fort Prince of Wales et Fort Churchill existaient, c'est à cause de la fourrure. Le renard roux est présent dans ses formes argentées, dans sa forme rousse. Il est présent aussi dans sa forme renard polaire, dans sa forme blanche, en hiver, avec cette fourrure extraordinaire, et c'est bien pour ça que les trappeurs se sont installés. Les peuples autochtones, vous voyez qu'on fait l'histoire à l'envers maintenant, et ces fameux Inukshuk, ici il a été reconstitué, mais ils étaient là, repères d'un côté, possibilité par ailleurs de repères et de faire, ça ressemble à des hommes, pour guider les hardes sauvages de caribous. Les Inukshuk c'est le symbole d'ailleurs du gouvernement et de l'État du Nunavut, hein, qui couvre tout le Grand Nord canadien, mais c'est vraiment le symbole des Inuits du Nord canadien. Et puis évidemment, il y a un Inukshuk bien visible et qu'on le reverra d'ailleurs par la suite. Alors on y va pour faire des photos d'ours. Alors, pour ceux qui connaissent, regardez bien, on voit quelques petites herbes. Et les herbes au Spitsberg au Groenland parfois elles sont hautes, mais ne sont pas aussi hautes. Donc on est au Canada, on est à Churchill, c'est une photo qui est faite à Churchill. Alors les ours à Churchill. Au début, on a tout essayé. Le service canadien de la faune, ensuite Faune Canada, s'est dit, les ours, on va pas les laisser traverser la ville, on va les prendre d'un côté, les anesthésier, et on va les transporter en hélicoptère et les mettre de l'autre côté. Mais les ours avaient compris dans leur petite tête et dans leurs puissantes pattes que c'était pas la chose à faire, qu'il fallait rentrer en ville de nouveau et repasser la ville. Alors finalement, on a fait une autre solution, le bear trap, le piège à ours. On met de la viande à l'intérieur et puis c'est tout simplement un piège qui se ferme. L'ours va là-dedans. Ensuite, évidemment, et c'est la photo suivante, on le montre, on le met. Alors j'aime bien le nom, hein. C'est une photo que j'ai prise juste avant le Covid, je crois qu'on y était en 2019, le Polar Bear Holding Facility. La remise à ours, quoi. En fait, c'est la prison à ours. On met les ours là-dedans. Et puis, le jour où ils ont bien compris que c'était pas bien d'être avec les hommes parce qu'ils n'ont rien à manger, on les lâche et on les lâche là-dedans, dans la zone où on n'a pas le droit d'aller, sauf en buggy ou en voiture de scientifiques, s'il y a des scientifiques, mais c'est le parc national de Waputsk et c'est là-dedans qu'on va se déplacer maintenant avec nos fameux véhicules. Alors ces véhicules, ce sont des Tundra Buggies, 40 places à l'intérieur, nous on ne sera qu'une vingtaine, hein, avec des... Alors là, on va rester juste un petit moment sur cette photo.
Pour moi, 3 raisons. D'abord, vous voyez les roues, elles sont surdimensionnées, tout simplement pour ne pas abîmer la toundra. Ensuite, cette photo vous montre accessoirement comment il faut être habillé. Il fait froid, hein. Il fait entre 0 et -5, exceptionnellement -10, donc il fait froid. La neige tombe de temps en temps. Oui, c'est le début de l'hiver, la mer commence à geler. Et enfin, les ours. Alors, on ne verra pas automatiquement tout le temps des ours qui se mettent. Vous le savez, il y a 3 types d'ours. Il y a les ours qui ont peur, hein, et ils ont peur aussi au Canada, parce qu'ils sont chassés au Canada. C'est hélas l'un des endroits où tu as environ 900 ours, hein, dans le Nunavut et au Canada. C'est l'un des endroits au monde où ils sont le plus chassés. Il y a des ours indifférents, il y a des ours curieux. Alors, quand on tombe sur un jeune curieux comme ici, alors évidemment, c'est la joie. C'est la curiosité pour l'ours, mais c'est la joie pour nous autres photographes. Et la photo suivante, donc, vous montrera ce que j'appelle les ours qui socialisent. S'il n'y a pas de grosse catastrophe entre des ours qui se battent, c'est parce que ils s'essaient, dès qu'ils sont jeunes, avec un petit coup de paluche, un petit coup de dent, et très rarement, il y a des blessures. Ils se rendent compte qui est le plus fort, mais ces jeux, comme entre des chiens, comme entre des jeunes chats, sont réguliers, typiques, et ça donne surtout l'occasion de magnifiques photographies et de magnifiques moments passés avec ces ours qui, en attendant, non pas le dégel, mais en attendant le gel, s'amusent entre eux. Voilà, juste simplement l'une ou l'autre photo encore pour vous montrer maintenant les conditions. Alors cette photo, je l'ai prise parce que d'un côté on voit un ours contre la fenêtre et de l'autre côté, alors on aura, Aurélie me disait tout à l'heure, le commandant, non pas du bateau, mais le commandant du véhicule qui nous emmène. Et en fait, il est chauffeur et guide. J'espère qu'on aura un chauffeur francophone, sinon je traduirai. Il y a 2 chauffeurs francophones qui sont en liste et je pousse pour qu'ils l'aient, mais ce n'est pas moi qui décide pour la saison, l'emploi, ces gens-là. Nous, on ne fait qu'un seul voyage, hein, et ce sont des compagnies qui ont des bus tous les jours. Donc, c'est pas, je peux faire pression pour qu'on ait un francophone sympathique. Je pense entre autres à Marc Eder, qui est un de nos guides polaires et qui est chauffeur sur place. S'il est là-bas, on l'aura. Et s'il n'est pas là-bas, on l'aura pas. Bref, néanmoins, il y a bon, j'aurai le plaisir de guider ce voyage, mais je ne chaufferai pas le bus, si je puis dire, je ne conduirai pas le bus. Hein. Et on aura un conducteur qui est en même temps un guide. Donc voilà, ensuite le buggy, à quoi ça ressemble? C'est un espace, c'est un grand espace. Alors évidemment, ce ne sont pas des grands sièges confortables parce qu'on est tout le temps levé. Là, pour le moment, on est tranquille. Il doit y avoir un ours pas loin parce qu'il y a des gens qui regardent, un ours qui approche, mais on attend qu'il vienne. Et donc, on est assis. Alors, vous comprenez aussi pourquoi on se met pas à 40. Parce que quand on est à 40, on est à 2 par siège. Et puis, même s'il y a des vitres partout, et s'il y a une zone à l'arrière où on peut sortir, quitte à payer quelques centaines d'euros en plus, on préfère avoir un bus pour 20 plutôt que pour 40. Alors, ce bus, la photo suivante le montre, est un espace de vie. Il y a des toilettes, il y a un fourneau pour se chauffer, et pour chauffer tout le bus, il y a aussi le moteur qui chauffe, évidemment. Il y a de quoi se faire du café, de quoi se prendre des bouillons, de quoi manger. Bref, quand on part pour la journée, on part vers les 9 heures du matin et on revient à la nuit, vers 17 heures environ, après avoir fait le tour le plus lointain possible et du moins vers l'endroit où il y a le plus d'ours possible. Alors, j'ai pas mis de photo du lodge dans lequel on sera. Sachez simplement que c'est un lodge plein de charme avec du bois. Et vous avez des photos dans le catalogue où vous pouvez les trouver sur le web, de ce Lazy Bear Lodge, qui a l'énorme avantage. C'est le seul lodge où il y a un super feu de bois à l'intérieur pendant qu'on mange ou pendant qu'on est au bar. Il y a un bon petit feu de bois. C'est ça fait très trappeur. J'adore ce lodge. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on ne va pas voir que des ours, notamment le premier jour. Si vous voulez, globalement, on est sur place 3 jours entiers. Pendant 2 jours entiers, on part en bus. Et le dernier jour, ceux qui veulent repartir en bus, c'est une possibilité. Mais sinon, le premier jour, quand on arrive, on va véritablement visiter. D'abord, évidemment, le musée Inuit, avec, donc, vous le voyez, les kayaks, avec les nunchuks, et puis derrière, avec les nombreux objets d'art Inuit. Ce musée est très riche. Il y a également 2 musées, on n'aura peut-être pas le temps de tous les voir. Le musée de la baie d'Hudson, le musée de Parc Canada, avec des films passionnants. On verra ce qu'on a le temps de faire en soirée. Photo suivante. Avec l'art Inuit qui se décline
sur l'ivoire, sur quelques bois de caribou, mais également sur cette vertèbre de baleine. L'art inuit est très très présent. Et puis évidemment, dès qu'on sort, du moins, s'il n'y a pas de nuages, il y aura des aurores boréales parce que on glisse tout longtemps vers 2025. 2025, c'est l'année où il y aura le plus d'aurores boréales dans le cycle de 11 ans. On en a déjà eu pas mal en 21, 22, 23, 24, mais 25, c'est l'année où il y aura le plus d'aurores boréales. Alors sachez qu'on n'a pas le droit de sortir en dehors des limites de l'hôtel la nuit, parce qu'il y a un danger d'ours blanc, il y a des ours blancs dans la ville, mais juste dans la limite de l'hôtel, on peut, ou alors, photo suivante, quand on ira plus loin dans la campagne, si je puis dire, à l'extérieur, dans la toundra, pour voir des aurores boréales, on ira en bus. Mais chaque fois accompagné d'un guide armé et d'une personne spécialement mandatée pour cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est de voir des ours? On laissera la possibilité pour celles et ceux qui le désirent, et c'est compris dans le voyage, de faire un petit tour avec un musher pour faire un petit peu de chien de traîneau, parce que c'est une activité traditionnelle sur place. Je ne parle même pas des trappeurs qui autrefois utilisaient ces chiens. Mais comme dans tout le Nord canadien, avec les grandes courses, l'Iditarod, Alaska, Canada ou la Yukon Quest dans Yukon, c'est le pays des chiens de traîneau. Avec plaisir, je parlerai de ces animaux aussi. On verra aussi, alors d'autres animaux. Alors, on verra des renards roux qui se faufilent en ville et des renards polaires, tout simplement parce que, ma foi, même si on fait très très attention aux ordures pour que les ours ne viennent pas, il y en a quand même qui traînent et les renards ont appris aussi qu'en ville, ils étaient paradoxalement un peu en sécurité par rapport aux ours. Même s'ils peuvent suivre l'ours en hiver, en été, ils n'aiment pas trop. Et donc, on voit ici un renard polaire en habit d'été, en habit d'hiver. Cette photo, c'est pas moi qui l'ai prise, elle est prise en Scandinavie en plus, c'est une photo de chouette arfan, mais il y a des chouettes arfans que l'on verra dans la toundra, les lemmings sont présents, contrairement au Spitzberg par exemple, au Groenland où elle est très rare. Photo suivante. Et on passe tout de suite à la photo suivante pour voir ces petits points blancs que l'on voit mieux ici, qui sont des lagopèdes. Il y a évidemment des lemmings, des lagopèdes. Bref, quand on fait un tour dans la toundra, nous sommes le but clair, net, précis. Ce sont les ours et des photos d'ours. Mais on voit également d'autres animaux. Et je voulais vous montrer quelques-unes de mes, sauf la chouette d'enfant, des photos que j'ai pu prendre. Et ici, vous voyez, voilà, il y a en tout des photos d'ours. Voilà. Ça, je vous en promets. Voilà. Alors, il va faire froid. J'ai mis le diagramme. Les gens étaient en anglais, mais vous pouvez comprendre que entre température maximum et minimum, nous y sommes à la fin du mois d'octobre, nous sommes entre 0 et moins 10. Moi, je suis très résistant au froid, j'ai toujours un bonnet, et je me suis acheté un chapeau spécial à Churchill au bout d'un jour. Il peut faire vraiment très froid. Donc, photo suivante. Et je crois que, voilà. Puis simplement pour vous dire encore quelques derniers petits mots sur l'ours avant de vous laisser le bonheur, de me laisser le bonheur d'abord de répondre à vos questions et de vous laisser le bonheur à Aurélie et à d'autres de poser des questions auxquelles je répondrai facilement. Pour vous dire que il y a environ 22 000 ours dans le monde, que la principale menace des ours, c'est évidemment la chasse. 1200 ours sont tués ou braconnés tous les ans, dont notamment dans le Nord canadien. Et qu'à côté de ça, la pollution est un problème important, ainsi que la restriction de son milieu de vie le plus habituel, même s'il se trouve dans la toundra très volontiers, mais il se trouve principalement sur la banquise, et qu'on aura l'occasion de parler des ours. Je ne ferai pas une conférence sur l'ours blanc, j'en ferai plusieurs, dans la mesure où chaque fois qu'on verra un ours, on aura l'occasion d'en parler. Le guide fera aussi une conférence sur l'ours, nous verrons de près des crânes d'ours et des os d'ours et des peaux d'ours qui expliqueront l'adaptation extraordinaire de cet animal à ces régions. Et ici, pour terminer, non, ce n'est pas un ours dans un champ de blé, c'est simplement un ours au milieu de la broussaille, de ces saules polaires ou alors de ces graminées de la région de Churchill. J'ai pas mal parlé, maintenant surtout je voudrais répondre aux questions, si vous le permettez. Merci Christian pour cette présentation passionnante sur ce voyage unique à Churchill qui, rappelons-le, aura lieu du 17 au 24 octobre 2025 et que tu accompagneras. Donc vous aurez
la chance unique de partir avec Christian à la rencontre de ce seigneur du Grand Nord. Je vais attendre encore peut-être que chacun puisse poser sa question et je vais en poser moi-même à Christian. Une question sur notamment les sorties en buggy. N'y a-t-il pas trop de buggy sur les sites où nous avons Non. Non, non, pas du tout. Merci pour la pertinence de la question, parce que quand on organise des voyages en Afrique, de temps en temps, quand il y a un lion qui a tué un gnou ou un zèbre, il y a 10 ou 20 minibus ou Land Rover autour. Hein. Là, c'est pas le cas. Il y a une quinzaine de buggy seulement, et chaque buggy, chaque compagnie, si je puis dire, a une zone précise. Pourquoi? Il faut imaginer, admettons que ça n'arrive pas, mais par un énorme hasard, il y a un ours qui est tué, je ne sais pas moi, un caribou, quelque chose comme ça, mais ça n'arrive pas. Ils sont lazy bear, hein, ils sont tranquilles quand ils sont à Churchill, ils ne chassent pas. Donc, à ce moment-là, tous les buggy viendraient et il y aurait, la toundra serait complètement abîmée. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on ne croisera pas de buggy. Dans la journée, on risque de voir 4 buggy différents. Mais bon, dans la journée, quoi. Donc, non, il n'y a pas de surpopulation de buggy. Ça va. D'accord. C'est organisé pour une question de toundra et pour une question d'ours. J'ai une question complémentaire concernant la sécurité des véhicules utilisés, donc des buggy en question. Est-ce qu'il y a une sécurité particulière C'est une sécurité à 100%. On peut être tout à fait clair. Si on ne fait pas la bêtise de mettre un bras dehors ou voilà. Non, vous l'avez vu avec les photos, les buggy sont plus hauts que la taille de l'ours. Et ouais, non. Et les pneus ne crèvent pas. Donc non, sécurité à 100%. Alors il peut arriver qu'un buggy puisse s'embourber. Bon, mais ça c'est autre chose. À ce moment-là, il y a un autre buggy. Ça m'est arrivé. Pas embourbé, mais comment dirais-je, on s'est pris dans une congère de neige. Hein, et puis un autre buggy qui vient et qui nous tire. Voilà. Très bien. Je sais qu'on l'a évoqué au début de présentation. Peut-être qu'on peut rappeler comment se passe le vol entre Winnipeg et Churchill. Oui. Alors, on ne peut pas prendre de vol direct pour Winnipeg, on est obligé de prendre un vol transatlantique. Et là, très honnêtement, même si les billets d'avion sont réservés, je pense que c'est toi, Aurélie, qui les sait mieux. On arrivera à Toronto, Ottawa ou Montréal, et puis d'une de ces 3 villes, je pense que c'est Montréal, hein, on partira à Winnipeg. Hein, et ensuite, pour une question de purement technique, nous resterons une journée à Winnipeg, parce que au cas où un avion international avait du retard, ça nous permet de ne pas louper parce que le moment où on va à Churchill. Hein. Et d'un autre côté, surtout, c'est que Winnipeg en tant que tel, c'est la capitale des Grandes Plaines. Il y a énormément de Français, il y a un collège français, il y a un lycée français. Winnipeg est aussi le lieu où il y a une forte histoire indienne. Et Winnipeg est une ville qui vaut la peine d'être vue. Même si elle est très américaine, évidemment, mais ça vaut la peine d'être vue. Et donc, nous passons une journée à Winnipeg, et ensuite, on a 1000 kilomètres de vol, hein, un peu plus, parce qu'on fait un détour par Thompson Falls, par une autre ville encore, en petit avion, et c'est un vol charter. Donc, il n'y a que des gens qui vont, si on est 25, on aura un avion. Et si on n'est que 15, il y aura d'autres gens dans l'avion. Et puis voilà. Et puis tant à l'aller qu'au retour. Hein. Il y a des vols réguliers aussi. Il y a même, on peut même y aller en chemin de fer, il faut le savoir, une fois par semaine à Churchill. Mais là, c'est un voyage organisé du début à la fin. Donc au départ de Winnipeg, on est pris en charge. Merci. Une autre question concernant les formalités administratives. Donc, pour se rendre sur ce circuit, on va vous demander d'obtenir une AVE, qui est une autorisation de voyage électronique, qui se fait sur les sites de l'État canadien. C'est environ, de mémoire, 8 $ canadiens. Et si jamais, par contre, vous transitez par les États-Unis, effectivement, il faudra également une autorisation ESTA. Entendu. Je vois sur le chat quelques questions, Brigitte. Il y a d'autres questions également. Nous avions une question pour savoir où trouve-t-on les ours hybrides?
Oui, alors, pas Churchill. Je réponds très vite à une question que je vois juste sous mon nez, là. Je veux dire, les rapports entre chiens et ours, absolument. Parce qu'il y a, sur la périphérie de Churchill, les attelages de chiens sont attelés. Et les ours savent pertinemment qu'il faut pas les approcher. Et alors, on a l'une ou l'autre photo fabuleuse d'un chien qui est contre un ours. Mais ça, c'est l'exception. La plupart du temps, les deux montrent les dents. Les ours n'osent pas approcher les chiens parce que les chiens sont certes attachés, mais d'autres chiens peuvent aussi montrer les dents et l'ours a peur. Ensuite, néanmoins, pour répondre à la question sur les pislis ou les gros lards, pour le polar grizzly ou le polar, voilà, oui, ça existe, notamment dans le nord alaskan. C'est surtout en Alaska, un petit peu au Canada, mais il faut pour cela que l'ours brun monte très au nord, ce qui n'est pas le cas de Churchill. Alors, il monte jusqu'à, on va dire, 200 km de Churchill. Hein. Et d'autre part, effectivement, il y a 8 espèces d'ours au monde, hein, et tous viennent des ours des cavernes, de ces gros ours qui existaient lors de la préhistoire. Dans la grotte Chauvet, il est représenté, à Lascaux aussi. Donc, et tout ça, ça a donné des ours, ensuite des ours bruns qu'on trouve dans nos régions, dans les grottes, mais aussi divers ours, dont l'ours brun et l'ours blanc. Et les deux peuvent s'accoupler. Il y a quelques rares endroits où les ours bruns ont pris l'habitude d'aller dans la toundra, mais ce n'est pas le cas de Churchill. Il n'y a pas de croisement. Maintenant, encore une fois, il faut bien voir, hein, faut remettre les choses à leur juste échelle. Il y a 22 000 ours, alors soit 20 000, soit 25 000, selon les spécialistes, mais on va dire 22 000 ours dans le monde, et il y a 3, 4, 5 ours brunâtres, des pislis gros lards, par an, quoi. Je veux dire, c'est marginal comme phénomène. Autre question, toujours concernant les excursions en buggy. Est-ce qu'il est possible de descendre dans la toundra lors de ces excursions? Non, non. Alors, d'abord, on sera en buggy, malheureusement que 2 jours. On peut y être un 3e jour, le cas échéant. Et à ce moment-là, c'est sur demande particulière. Et je suis tout à fait conscient que ça fait beaucoup d'argent pour 2 jours très pleins. Hein. Mais c'est la seule possibilité. Et ensuite, pour répondre à cette question, non. Ce voyage est vraiment ouvert à tous parce que, ma foi, tout simplement, on n'a pas le droit de sortir des buggy. Et une fois qu'on est en ville, durant les heures de jour, on n'y sera pas souvent lors des heures de jour. Durant les heures de jour, on peut se promener, mais durant les heures de nuit, on n'a pas le droit de sortir, sauf en voiture ou en bus. Alors, pas en buggy, hein, en bus, on aura aussi un bus. Hein, donc, on se déplacera très peu, très très peu. Et puis, le bar de Churchill est dans le Lazy Bear Lodge. Donc, si on veut aller voir dans un bar, on descend de sa chambre et on va au bar. Autre question, est-ce qu'il est possible de prendre le train au lieu de prendre l'avion entre Winnipeg et Churchill? À titre personnel, oui. Oui, oui. Mais nous, on ne peut pas parce que il y a un train par semaine et puis il met environ 2 jours, 2 jours et demi. Le confort est sommaire. Enfin, c'est quelque chose, on peut s'éclater à le faire. Mais dans le cadre d'un voyage organisé, nous aurions des critiques sur le confort du train, sur le froid dans les wagons, sur la longueur du trajet, etc. On ne peut pas l'envisager. Mais pour des aventuriers, c'est génial à faire. Et puis, encore une fois, il faut rester ensuite 1 semaine à Churchill. Autre question, est-ce que ce voyage est accessible à tous? Oui, vraiment. Ouais, vraiment, absolument. Et concernant la taille du groupe, quel est le maximum? Alors, je suis extrêmement franc, nous sommes une douzaine d'inscrits pour le moment. Je pense qu'on sera 20, mais je mets la taille à 25. Hein. Pour tout vous dire, nous avons réservé pour 25 personnes. 25 personnes et 2 guides. Et les prix sont faits pour ça. Hein. C'est sûr que si on était un groupe de 40, les prix seraient... On pourrait faire des prix moins chers, etc. Mais
on serait l'un sur l'autre à des moments où il faut faire des photos d'ours et où tout le monde a la double de taille à cause des téléobjectifs qu'il a, quoi. Voilà. Donc 25 maximum, je pense qu'on sera une vingtaine. Et c'est d'aventure, ce voyage avait un succès fou. À ce moment-là, peut-être qu'on ferait un deuxième voyage, mais c'est très très pris. Je ne sais pas si on trouverait des bonnes dates, mais bon, à voir. Je crois ne pas avoir vu d'autres questions. Je vérifie. On a bien répondu à toutes les questions, mais il me semble que tous les points ont été évoqués. Est-ce que, Christian, tu avais d'autres informations à communiquer ou... Ah, je vois quelqu'un taper, peut-être que... Non, si ce n'est que, comme d'habitude, là, je me place véritablement cette fois-ci en technicien, c'est que si vous avez des questions, s'il vous plaît, appelez donc à Beaune. Nous avons un privilège, c'est d'avoir autour d'Aurélie une équipe de gens, de femmes, d'hommes qui connaissent parfaitement. Tous ont déjà vu beaucoup d'ours blancs, pas Churchill, mais beaucoup d'ours blancs, et ils vous répondront. Et le jour où il y aura vraiment une question technique, parce qu'il y en a de temps en temps sur les voyages, à ce moment-là, il me revient automatiquement, puis je réponds avec plaisir. Il n'y a aucun souci. Je viens de voir une dernière question concernant les naissances d'ours polaires. Est-ce qu'elles sont stables à Churchill? Les populations d'ours, oui. Oui. Enfin, je ne vais pas commencer à faire une grande causerie sur l'ours, mais il y a 19 à 20 populations, 21 parfois, ça dépend, mais on dirait une vingtaine de populations d'ours blancs dans le monde. Il y en a qui sont relativement stables, comme celle du Spitzberg et de la mer de Barents, Spitzberg, François-Joseph. Il y en a certaines qui sont en diminution, notamment dans le Nunavut et dans le nord-ouest du Groenland, d'autres qui manifestement semblent en augmentation assez forte, comme sur l'est du Groenland, d'autres en petite augmentation, comme dans la baie de Boty, cette à l'ouest, c'est dans le passage du nord-ouest, on va dire, ou alors au sud de la baie d'Hudson. Si vous voulez, si on ne tuait pas les ours, en 2050, il y aurait 50 000 ours, quoi. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne veux pas dire que le réchauffement du climat n'est pas grave, c'est gravissime. Tous les ans, il y a 90 000 km² de banquise qui disparaissent, et ça va aller de pire en pire. Mais l'ours, en revanche, a une capacité d'adaptation absolument remarquable, ce qui fait qu'en fonction des proies qu'il peut trouver, la population reste plus ou moins stable. Ailleurs, il diminue beaucoup, ailleurs, il augmente. Globalement, les ours souffrent, on aura l'occasion d'en parler. Mais la population, en l'occurrence à Churchill, reste stable. Si vous voulez... quand vous pianotez sur le web, vous allez voir quelques articles en disant que la population d'ours augmente à Churchill. Je ne connais pas assez bien les ours à Churchill. Je suis un des privilégiés à avoir les notes de l'UICN et du groupe ours. Et pour dire qu'effectivement, ça semble augmenter. Mais attention, c'est paradoxalement à cause du réchauffement du climat et à cause de la formation de la banquise très tard que les ours attendent plus longtemps. Alors, vu qu'ils attendent plus longtemps, il y a toujours l'un ou l'autre qui se rajoute. Et on a l'impression qu'il y en a plus. Oui. Mais on va dire que la population est stable, en légère augmentation, mais ne partez pas du principe que parce qu'on voit plus d'ours, il y en a plus. C'est parce qu'ils attendent plus longtemps. On avait une dernière question, mais on y a répondu en partie, me semble-t-il, sur la totalité du voyage. Il y a bien 2 jours dans oui. Si j'avais quelque chose à dire sur ce voyage, si vous voulez, vous me verriez avec un enthousiasme délirant, en train de sauter en plafond et de faire des danses indiennes sous les aurores boréales, s'il y avait ça. Je préfère avec beaucoup de franchise vous le dire. Pourquoi n'y a-t-il que 2 jours? La location d'un tel bus vaut plus de 30 000 € par jour. C'est gigantesque. Ça se passe quelques semaines par an, quoi. Voilà. Et donc, nous sommes obligés de tenir compte de ce fait
la plupart des voyages qui sont faits, on vous dit, allez, on passe une journée dans la toundra, on passe une autre demi-journée. Je ne veux pas une autre demi-journée. Parce qu'avec la demi-journée, on va que aux alentours de Churchill, on voit un ours, il y a toujours un ours qui traîne, mais on ne va pas dans le parc de Waputsk, on ne va pas loin dans la toundra. Et moi, j'ai envie qu'on aille loin dans la toundra et qu'on soit tranquille, quoi, loin de tout. Donc, on prend 2 jours de bus, ou de buggy, si je puis dire, et c'est ça qui grève complètement le prix. Alors par rapport à ça, on peut se dire, parce qu'il y a des gens parmi les inscrits qui sont de est-ce que on ne peut pas y aller quitte à payer en plus une demi-journée ou une journée en plus? Oui, et on a déjà arrangé un véhicule plus petit pour des gens, et s'il y a des gens qui sont véritablement intéressés, ben on vous donnera les renseignements pour cela, avec plaisir. Mais c'est vrai, si vous voulez, ce voyage a un talon d'Achille, c'est le fait que sur les 8 jours, nous ne serions avec les ours que 2 jours. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a du brouillard, est-ce que ceci, est-ce que cela? C'est un endroit très sec, c'est un endroit où la neige ne tombe pas en gros flocons. On est dans l'un des endroits les mieux pour les aurores boréales. Les gens en général garantissent 90% des aurores boréales. Pourquoi? Parce que le ciel en général est dégagé. Ce qui veut quand même dire, la neige, elle tombe pas par la terre, hein, elle vient du ciel. Ce qui fait qu'il peut y avoir une boise de neige ou deux, mais on n'aura pas 2 jours de brouillard, ça c'est clair et net, quoi. On est dans un endroit très très sec au centre du Canada. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait très froid, comme au centre de la Sibérie. Je ne crois pas que nous ayons de questions complémentaires. Christian, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, mais c'était un plaisir de partager ces moments avec celles et ceux, de voir les quelques questions. Et encore une fois, prêt à répondre à d'autres. J'en ai une toute dernière. On est sûr de voir des ours? Ah bah oui. Oui. Ça, au moins, oui. Bon, en général, sur nos voyages, on voit des ours. Mais là, on n'est pas sûr d'en voir. On est sûr d'en voir pas mal. Voilà. Non, ça, oui. Très bien. Merci pour ces précisions. S'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence, votre participation, vos questions. J'espère que ce webinaire vous aura apporté des informations utiles et enrichissantes. Comme Christian vous l'a suggéré, n'hésitez pas à nous appeler au bureau. C'est vraiment avec plaisir que nous répondrons à l'ensemble de vos questions, que ce soit sur ce voyage ou sur tout autre voyage. Donc un grand merci également à Christian pour sa présentation. Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée. On espère vous retrouver bientôt. Nous aurons un webinaire la semaine prochaine à la même heure qui nous parlera cette fois-ci de la Mongolie. Donc j'espère vous y retrouver la semaine prochaine. En attendant, très bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt.